Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de PAF où nous allons traiter d'une actualité qui est débordante, comme on dit. Quand on a un vase et qu'on met trop d'eau, on dit ça déborde. Voilà. Avec Anne-Charlène Bézina, comment ça va? Bonjour Patrice, très bien quand je vous vois. Bah oui, moi aussi. Bah, c'est ça. Et vous enseignez toujours le droit, Aucun changement. La science politique à Sciences Po, à Rouen, à l'université de Rouen. Tout à fait. Et donc tout va bien. Tout va bien. Et vous avez des étudiants qui passent des concours de plaidoirie aussi. Exactement, cet après-midi, le concours vedette des plaidoiries au Conseil constitutionnel. Donc voilà, allez l'équipe de Nice et allez l'équipe de Paris 1. Alors, on est ravis d'accueillir Ismail Zawar. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant en informatique. Informatique et management, c'est ça, en école d'ingénieur. C'est ça. Donc vous allez devenir ingénieur informaticien si tout va bien. Si tout se passe bien, ouais. Dans combien de temps? Dans 2 ans. Là, Dans 2 ans, vous êtes donc en quoi? 3e année, c'est ça? Je suis en 3e année après le bac, c'est ça, exactement. C'est ça. Et Très je bien. fais en alternance. Ouais. Eh ben, on est ravis de vous accueillir. Alors, Merci. on parlera un petit peu, parce que là, on est un peu, enfin, moi surtout, je suis un vieux. Il y a des gens qui ont la moyenne de l'âge à côté de vous. Et donc, vous nous parlerez un petit peu des problèmes de la jeunesse. S'il y a des problèmes, c'est S'il y a des problèmes, d'ailleurs une joie de la jeunesse. Florence Percadet, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes avocate Oui. au barreau de Versailles, Absolument. spécialisée dans le droit du travail. Oui. Voilà. Toujours. Je crois que j'ai toujours. tout dit à peu près. Bon, à peu près, oui. C'est ça, voilà. Anne-Charlène, j'espère que Jean-Baptiste ne regarde pas l'émission, parce que quelle déclaration à Patrice. Je Franchement. fais une déclaration également à Jean-Baptiste en lui disant voilà, que tout va bien On à se ses retrouve le côtés 25. également. Voilà, exactement. D'accord. Parlons pas de problèmes privés. C'est tout, c'est tout. C'est Et une Jean-Charles bonne Lajoie dit bonjour. Bonjour. Éditeur et Toujours, et toujours, oui, avec un nouveau livre d'Emmanuel Varlet. Varle. Varle. Emmanuel Varle. Ah, on n'est pas. Non. Bon. C'est Varle. Non. C'est bizarre. Nos problèmes mots. Nos problèmes. Voilà, là, On c'est dit pas nos problèmes, mais nos problèmes mots. nos problèmes. C'est un très bon roman policier. Emmanuel Varle était commandant de la police nationale. Il a pris sa retraite très récemment et il écrit des très bons génial. polars. D'où celui-là. Et c'est l'histoire de 2 pauvres types qui décident de saucissonner un auteur à succès pour lui voler son argent. Et puis, il y a quand même un des deux truands qui dit mais ça va quand même pas être si facile que ça. Et le chef du duo lui dit toujours nos problemos. Et bien évidemment, plus ça va aller, plus il y a des Plus il y a des problèmes. plus il y a des problèmes. Quoi. Et voilà, c'est une longue cavale. Donc c'est très astucieusement raconté. Et puis l'intrigue est bien. Il y a un côté très social parce que les 2 types sont peut-être moins des pauvres types qu'on l'imagine. Le type qui se fait saucissonner n'est pas aussi sympathique. Voilà. Donc ça rebat un peu les cartes et c'est franchement très, très, très agréable comme livre. Nos problèmes, Emmanuel Varle. Voilà, Voilà, je l'ai bien dit, c'est aussi. c'est bien dit. Alors, on arrive dans une semaine aux élections européennes, hein, Tout à fait. avec toujours une campagne un peu morne, un peu triste, avec des sondages qui nous semblent nous dire que les jeux sont faits. C'est-à-dire qu'il y a en gros 2 partis qui se détachent, la liste LREM, avec une tête de liste dont vous me direz si vous le trouvez bonne ou pas, Madame Loiseau. Faut déjà qu'on la trouve. Oui. Est-ce que c'est un drôle de choix, tiens, Madame Loiseau Ah bah comment vous la trouvez d'ailleurs comme... c'est pour le moins surprenant, voire abracadabrantesque comme choix. Enfin, En même temps, elle connaît bien les problèmes de l'Europe. Oui, mais le problème, c'est qu'elle connaît bien les problématiques de l'Europe, mais personne ne la connaît, elle. Et on ne peut pas dire qu'elle ait fait grand-chose pour être connue, donc c'est un peu compliqué. Moi, je vois avec les étudiants que j'ai, etc., personne ne la connaît. Quoi, je veux dire, donc c'est assez curieux. Quoi, et elle n'imprime pas. Enfin, je veux dire, les gens ne voient pas qui c'est. Même hier, il y avait un meeting de la liste Renaissance, enfin, donc de la République En Marche. Elle n'était même pas là, quoi. Donc c'est dire que c'est quand même curieux de faire des meetings. Oui, d'ailleurs, il va y avoir un débat avec les chefs de parti, voilà, ça ne sera pas elle. C'est pas elle. Donc, et puis on voit la tête d'Emmanuel Macron, surtout qui va arriver. Moi, ce que je trouve assez choquant dans cette élection, c'est l'investissement aussi plein et entier du président de la République, du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur dans une élection qui est pas une élection nationale. Il faut quand même le rappeler. Je trouve qu'on entend trop parler des problématiques nationales dans cette élection. Alors sans surprise, hein, puisqu'à chaque fois aux européennes c'est la même chose. Mais là, vraiment, au point d'avoir à recourir au président de la République, c'est vraiment qu'elle n'arrive pas à faire l'unanimité sur son nom. Et je trouve ça un petit peu dommage d'avoir choisi finalement une candidate aussi
Alors elle a aussi une attitude qui aide pas à mon avis, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu péremptoire dans sa manière de parler, un petit peu cassante, et du coup elle n'a pas plu au premier débat qu'elle avait fait. Bon, le choix d'une européenne, est-ce qu'elle est vraiment très européenne d'ailleurs? Il paraît qu'elle n'est pas très connue dans les cénacles européens non plus, donc pas forcément un très bon choix à mon avis, mais voilà. C'est-à-dire qu'elle joue un peu le contre-emploi, quoi. À l'heure où tout le monde se dit qu'il faut être un peu charismatique, etc. C'est ça. Elle fait le sens inverse. Finalement, elle a un peu voilà, une sorte de charme indicible. Tout à fait indicible. Un peu suranné, un peu. Non, c'est pas une bonne oratrice, elle passe pas du tout les messages. C'est pas une bonne débattrice. Non, ça c'est clair. Mais c'est vrai d'avoir le visage d'Emmanuel Macron sur les affiches, c'est un peu. Moi, je suis aussi un peu choquée. Moi, j'aime d'autant bien. plus. Oui, non, mais d'autant plus que ça légitime un peu. C'est pas son rôle, à mon avis. Non, mais ça légitime le fait que et Marine Le Pen et la France Insoumise disent il faut voter contre Macron parce que alors que c'était pas le débat. Le débat devrait être un débat. On va savoir si ça aura des conséquences sur si jamais justement la liste LREM n'est pas en tête, est-ce que ça aura des conséquences sur le reste du quinquennat? Mais Ismaël, ça vous intéresse les européennes? Vous suivez ça? J'ai regardé un peu et comme elle l'a dit, il parle beaucoup du problème national. Voilà. Ouais, absolument. Donc il parle pas assez du problème européen. Donc après, on s'intéresse un peu moins aux élections européennes qu'aux élections nationales, ça c'est normal. Oui, ça va y avoir. Alors, va y avoir, mais ça devrait pas être normal. En fait. Va y avoir beaucoup d'abstention, et en même temps, quand je disais que les jeux semblent faits, c'est vrai qu'il y a une mobilisation très forte, et du côté Rassemblement National, à peu près 80% des gens qui veulent voter Rassemblement National disent déjà qu'ils vont le faire, et à peu près pareil du côté République En Marche, c'est-à-dire que c'est les deux électorats qui sont assez mobilisés. Je pense que la droite aussi peut se mobiliser parce que. Mais pour l'instant, elle l'est pas, elle l'est moins. Oui, mais c'est des gens qui se réveillent assez tard. Enfin, ils vont... Non, je pense qu'ils vont. Alors, avec une bonne campagne plutôt, de Bellamy, oui. Xavier Bellamy. Ouais. Mais il y a quand même, et puis on va parler peut-être du populisme après, mais il y a quand même un fait intéressant, c'est-à-dire que si on prend le Rassemblement National, Dupont-Aignan, les petites listes, Jean Philippot, et je ne sais plus comment s'appelle l'autre, on est à peu près à 30%, 30% de droite, en gros, anti-européenne. Je simplifie un peu les choses. La liste de la droite traditionnelle, elle est au maximum à 14%. Ça, c'est quand même un événement, non ? Pas tellement. C'est quand même une descente aux enfers. Oui. Vous avez l'effondrement de la droite traditionnelle et du Parti socialiste, de ceux qui ont gouverné depuis 60 ans à peu près. Hein. Oui, alors à mon avis, ça date quand même déjà d'un petit moment. C'est-à-dire que déjà les présidentielles, les législatives, on avait vu que c'était une descente aux enfers pour la droite et pour la gauche. Quant au côté eurosceptique, c'est là que je dis pas tellement. C'est-à-dire que finalement, c'est beaucoup plus audible, et l'article de Franz-Olivier Gisbert le montre très bien, c'est beaucoup plus audible aujourd'hui d'être contre l'Europe que d'être pour, et ça fait quand même plusieurs années. Je dis un mot juste, oui, c'est l'édito de François-Olivier Gisbert dans Le Point qui dit comment ne peut-on pas être européen aujourd'hui, mais il dit en même temps, les europhobes, on en voit partout, les europhiles, on les entend peu. C'est vrai, c'est pas du tout à la mode, finalement. Un portrait des europhobes absolument saisissant. Ils savent pas lire, ils sont pas éduqués, ils savent pas, ils mangent avec leurs doigts. Enfin, il a pas fondamentalement tort sur la typologie aussi, du. Mais l'électorat populiste, en fait, quelque part même le dialogue qui est développé de la part de ces partis-là pour essayer de faire appel aux instincts finalement des populations et plus à leur intelligence. Jaune, effectivement, mais. Et l'europhobe est devenu une espèce en voie de prolifération. Il se reconnaît de loin, à part les exceptions qui confirment la règle. Il ne parle pas anglais, il voyage peu, il zappe la presse, il ne connaît rien à l'économie, en dehors de ce que l'enseignement public a bien voulu lui transmettre, autrement dit, de la vieille soupe à la pensée unique du monde diplomatique ou d'une alternative économique, bouffetance de tous les extrémistes. Après sur la droite, il faut pas être trop catastrophiste parce que, moi je fais pas partie de ces gens-là, mais beaucoup de gens reprochent à Macron d'être trop à droite. Il faut pas oublier quand même que le Premier ministre vient de la droite, le maire vient de la droite, Darmanin vient de la droite. Enfin, je veux dire, ça manque pas de gens de droite non plus chez Macron. Donc voilà, l'électeur de droite, il n'est pas non plus orphelin. Enfin, je veux dire, il a quand même Bellamy d'un côté, Macron de l'autre. Voilà, on peut quand même se situer entre les deux quand on est de droite. Donc voilà, c'est pas non plus une dilution totale de l'électorat. Je pense d'ailleurs que ça va être
ça va être une réussite pour la droite décomposée, traditionnelle, malheureusement, puisqu'il y aura Bellamy, forcément, qui sera plus ou moins troisième, à mon avis, Rassemblement National et En Marche, qui, pour la position européenne, est plutôt située à droite. Donc, en effet, ça risque d'être un résultat très à droite. Très à droite, oui, mais quand même, effondrement des partis traditionnels. Enfin, confirmation, vous avez raison. Confirmation, en effet, oui, de l'effondrement. Vous avez déjà voté ou pas? Oui, pour les élections présidentielles. En 2017. D'accord. Et est-ce que, je sais pas, vous avez l'impression qu'il y avait quelque chose de nouveau qui se passait dans le paysage politique, ou est-ce que vous découvriez ça? Moi, c'était mes premières élections, mon premier vote en 2017. Et en fait, c'est surtout pour les résultats qu'il y a eu quelque chose de nouveau, vu qu'on s'était habitué plus à gauche ou plus à droite avec le Parti Socialiste ou bien à droite. Donc là, avec Macron, on était tous un peu surpris, ou bien c'était quelque chose de nouveau, surtout pour les résultats, avec Macron. Et sur les élections européennes, vous allez voter ou pas? Je vous demande pas pour qui, hein. Oui, bien sûr, je vais voter. Bien sûr. J'ai le droit de voter, donc je vais voter. D'accord. Oui, donc, et 30% d'anti-européens, ça vous paraît pas énorme en France? Non, ça me paraît tristement classique. Depuis quelque temps, on évolue un petit peu vers cette querelle contre l'Europe. On n'arrive plus vraiment. Je trouve que d'ailleurs ces élections cette campagne a encore empiré les choses. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir des véritables arguments europhiles qui soient convaincants, c'est-à-dire que les postures des Européens convaincus sont trop évidentes, ou en tout cas ramenant ça à... Et je crois que c'est ce qui a créé le Brexit, c'est-à-dire que finalement on ne peut pas sortir de l'Europe, c'est un acquis, c'est mieux comme ça, mais on n'arrive pas à le démontrer au point que finalement les peuples ont envie d'être contestataires et d'avoir des résultats. Cette campagne, elle aurait pu aider justement à l'Europe à se renouveler. Il faut savoir que la Commission européenne, elle avait proposé 4 types d'Europe pour ces élections: l'Europe en moins, l'Europe en plus, l'Europe à plusieurs, l'Europe avec un binôme ou pas. Et ça, c'était censé être le grand argument de ces européennes. Je pense qu'en France, on ne l'a même pas évoqué. Donc, on ne connaît même pas les partis européens dans lesquels les partis vont s'intégrer. Il faut savoir qu'on est en train de vivre une complète recomposition. Parce que c'est ça qui est important aussi. Il y a le vote après européen avec des grands partis comme le PPE, qui est la droite, mais la droite avec des gens comme Orban. Enfin, exactement. Donc on ne sait pas s'ils vont rester dans le PPE ou pas. Je crois qu'aussi on raisonne. C'est un des calculs de Macron d'ailleurs. Tout à fait. De dire, il y a peut-être un certain nombre de gens du PPE qui vont en sortir pour ne pas être alliés avec les populistes. Tout à fait. Et je pense qu'on raisonne avec nos mécanismes français de scrutin majoritaire, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il va y avoir un gagnant, mais il faut rappeler que les élections européennes sont des élections qui sont à la proportionnelle, donc c'est vos résultats qui commandent le nombre de sièges que vous allez avoir. Donc un troisième n'est pas un perdant dans une élection proportionnelle, bien au contraire, il va avoir des sièges. Va être important, et donc ça veut dire que on va ramener tout ça au niveau de l'Europe, en plus, pour savoir combien de sièges il y aura pour une liste plutôt à gauche, plutôt à droite et plutôt centriste. Ça, c'est ce que vous dites est bien évidemment totalement exact, mais c'est probablement ce qui fait peur aussi à beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression d'une dilution de son vote, parce qu'on dit OK, on va voter, puis après, où ça va, comment ça va se passer, on ne sait pas. Et je pense que c'est une des craintes que les gens ont dans tous les pays européens vis-à-vis de l'Europe, c'est-à-dire que l'Europe est pas vécu comme quelque chose d'absolument extraordinaire, mais vécu comme la dilution de la nation. C'est-à-dire que les gens, on peut avoir envie d'être français et européen. Et là, on a toujours l'impression qu'avec les partis européens, c'est ridicule d'être français, il faut être européen. Mais non, on peut être français, européen, allemand et européen, et que l'idée de nation reste quand même quelque chose d'important. Et voilà. C'est un discours assez entendu, ça, dans je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je pense que c'est une erreur de la campagne. Si finalement la campagne se faisait vraiment sur les partis pris européens et sur ce qui va être voté au Parlement européen, au moins, on aurait le sentiment de voter pour un but. Alors que là, on ne nous le donne pas. Est-ce que c'est pas justement une des raisons pour lesquelles la campagne est un peu morne, c'est-à-dire que, en effet, autrefois, je veux dire, Marine Le Pen, elle était pour la sortie de l'euro, etc. Enfin, c'était une position assez claire anti-européenne. Là, elle dit on va changer l'Europe de l'intérieur, ce qui est totalement impossible, puisque au maximum, les députés populistes, entre guillemets, seront 170, c'est-à-dire une très faible minorité au Parlement européen. Donc, ils n'auront aucun poids pour changer l'Europe de l'intérieur. Et de la même façon, les pro-européens, genre la liste Renaissance, ils sont assez modérés dans leur europhilie, si je peux dire. Ça, il faut remercier les Anglais, parce qu'en fait, tout ça, c'est grâce au Brexit. C'est-à-dire que, non, mais avant le Brexit, il y avait encore plein de partis qui disaient qu'il faut quitter l'Europe, etc. Puis là, on voit quand même le seul pays qui décide de quitter l'Europe. Il y a Asselineau, quand même. Il y a Asselineau. Comment? Il y a Asselineau. Oui, voilà. Non, mais je parle, non, mais de dire ça a quand même changé la donne. Tout le monde s'est dit, bah oui, on peut pas
va pas non plus faire n'importe quoi. Et je veux dire, ça a recentré le débat. Je trouve que c'est plutôt bien. Après, qu'on se perde un peu dans les méandres du Parlement, effectivement, auquel personne ne comprend trop où vont aller véritablement savoir. Enfin, c'est vrai que là, si on vote pour Macron, après, à quoi ça va servir vraiment? Ou si on vote pour Bellamy, ou si on vote pour enfin, je sais pas, il y a peut-être une ou deux personnes qui vont voter pour Hamon, je sais pas. Ces deux personnes doivent être un peu pourquoi 34 listes quand même, c'est incroyable. Ça, je pense qu'on a l'air absolument ridicule aux yeux de la Commission, d'ailleurs, parce que je pense qu'en Europe, on doit être à peu près les seuls à avoir autant de candidats d'autant de couleurs pour si peu de choses, puisque je suis d'accord avec toi, finalement, la dilution sera réelle, puisqu'on n'a toujours pas parlé du fond. Donc pas d'élus. Beaucoup vont avoir aucun élu. Quant à la question de l'argument européen, oui, voilà. Bon, j'ai peur que cette campagne, finalement, soit un gros pchit, c'est-à-dire qu'on parle des enjeux nationaux sans finalement pouvoir les réaliser, et on ne retrouvera pas ce résultat dans les élections elles-mêmes. Donc, avec une incapacité d'alliance à gauche, quand même, qui est quand même sachant incroyable. que ça se discute là-bas au Parlement européen, puisque finalement les partis se recomposent un petit peu d'eux-mêmes. Oui. Donc je crois mais pas là, il y a les socialistes, il y a Hamon, oui. il y a évidemment les Insoumis, il y a le Parti communiste, qui est excellent. Le candidat, oui, très bien. Il est très bien, très clair. Mais c'est un type remarquable. Ah oui. En tout cas, ce qui est bien, moi je suis pas d'accord avec vous, les 34 listes, c'est plutôt bien parce que ça raccourcit le temps de parole de chaque liste. Et, non mais je suis sérieux. Et tous les soirs, je regarde, je suis très civique, je regarde la campagne sur France 2, après le journal télévisé, et du coup, les interventions sont hyper courtes. Alors qu'avant, je veux dire, ils parlaient pendant 10 minutes, tout le monde s'endormait, etc. Ils sont obligés d'aller très très vite, et du coup, ça donne quand même une prime aux gens intelligents et aux partis dignes de ce nom. Et du coup, il y a quand même quelques crétins, on va pas les nommer par charité. Enfin, il y a des listes quand même, on se dit, mais attends, les types, je veux dire, c'est même inconcevable qu'ils aient trouvé le chemin de la préfecture pour déposer la liste. Enfin, on a dû les aider tellement ils sont curieux psychologiquement. Bon, et ben, ceux-là, ils s'expriment, ils disent, en gros, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, ils disent des conneries, mais très vite après, il y a un parti normal, qui soit de gauche ou de droite, où là, on se dit, bah oui, il y a quand même, heureusement, il y a encore des gens intelligents en France. Donc c'est pas mal. 34 listes, ça permet de voir quand même qu'il y a des listes dignes de ce nom, et puis d'autres, c'est des clowns, quoi. Donc c'est pas mal. Totalement à l'inverse de cet argument, dans le sens où pour moi ça dilue complètement encore plus la campagne, c'est-à-dire que plus on fragmente et plus on va vers l'essentiel, plus on caricature à mon sens, et donc du coup ça force tous les partis à être dans la caricature d'eux-mêmes. On n'a absolument jamais eu une trace des propositions européennes qui ont été faites par aucun des candidats, que ce soit l'extrême gauche, l'extrême droite, la droite. Donc ces mini-clips, à mon avis, si on s'en passe, on peut même carrément faire sans avoir vraiment de véritable débat sur le fond. Je sais pas, par exemple, hier j'ai vu Bellamy, ça durait très peu de temps. Il fait son petit clip, comme vous dites, devant le parvis de Notre-Dame. Je veux dire, c'est clair et net. Je veux dire, on voit ce qu'il veut dire. Non, mais le truc, c'est très bien. C'est la droite Trocadéro, comme on dit. Là, c'était la droite parvis Notre-Dame. Non, mais ouais, ça, c'était bien. C'est clair. Ça oblige à être concis. Je veux dire, on voit tout de suite. Bon, ça oblige à être aussi un peu caricatural. Être devant une église, ça donne les racines chrétiennes de l'Europe, et finalement, on n'a pas le reste de son programme sur la renégociation des traités. On s'adresse à la totalité des Français, parmi lesquels il y a des gilets jaunes. Il faut forcément être un peu caricatural pour être entendu. Hein. Donc, faut pas avoir non plus un champ lexical. Faut pas avoir un champ lexical trop étendu, quoi. Donc, on est obligé d'aller. Ismaël Zahawar, comment vous faites, par exemple, pour alors, vous avez probablement des convictions personnelles, mais est-ce que la campagne peut influer votre vote? Est-ce que vous regardez les débats, la campagne officielle? Ouais, je regarde un peu dans les France 2, comme il a dit. Mais justement, je voulais dire que les temps de parole ne sont pas équitables, justement, par rapport à ça. Et ils nous montrent que les personnes qui sont, on va dire, au top des sondages, comme le parti En Marche et le parti Rassemblement National. Et comme l'a dit, je pense que c'était Mélenchon, il a dit que c'est plus devenu un duo, oui, comme une élection avec 34 listes, vu qu'ils mettent eux en avant avec les temps de parole plus élevés. Donc ça rentre dans nos têtes qu'ils mettent en avant que eux. Donc c'est plus compliqué, je pense, que de faire notre choix. Ce que vous dites, le temps de parole, il est rigoureusement le même à la seconde près.
sur la campagne officielle, oui. Tous les partis, et en tout cas pour les grosses listes qui passent toutes aux mêmes heures, etc. Donc, après, il y a les débats. Après, il y a les débats où Mélenchon a autant de secondes et de minutes de parole que dans la campagne officielle. Voilà. Parce que là, c'est l'égalité qui prédomine. C'était par rapport au clip, justement, que les temps de parole n'étaient pas, les temps de clip n'étaient pas équitables. Je crois que justement le CSA est passé à une règle de l'équité un petit peu plus étendue que la règle de l'égalité. Et donc du coup aujourd'hui on n'est plus obligé de donner la minute et la seconde près pour les clips de campagne. Si, il fallait faire parler tous les autres, les 36. Et on est passé aujourd'hui à cette règle de l'équité qui a ses mérites et ses errements évidemment. Qui est beaucoup plus compliqué en règle de décompte. C'était simple et un peu bête. Mais... Et puis elle est un peu injuste dans le sens où en fait plus vous êtes connu, plus vous avez de temps de parole et moins vous êtes connu, moins vous en avez. Donc une personne qui fait pas énormément de recherche, qui regarde juste la télé, il aura juste ce que les médias veulent qu'on voit. C'est vrai. Ouais. Mais alors vous avez raison, c'est vrai sur l'organisation des débats, parce que c'est compliqué de faire des débats avec 34 personnes. C'est ça, en fait, alors il y en a qui protestent parce qu'ils disent il y a le débat avec les grands et puis le débat avec les petits, notamment Dupont-Aignan n'est pas très content d'être avec les petits. Mais bon, comment faire? Enfin, c'est vrai que c'est compliqué à organiser. Après, on a assisté à un débat où ils étaient une myriade il y a quelques semaines, où on s'était rendu compte que c'était une véritable cacophonie. Donc c'est très difficile d'être à la fois audible et équitable, voire égal. Et on avait beaucoup reproché aux campagnes officielles auparavant d'être très factices, puisque finalement donnant autant de temps de parole à Chasse et Pêche et Tradition qu'aux partis de gouvernement. Donc où est le bon équilibre? Moi, j'ai tendance à penser que l'équité a quand même ses mérites, dans le sens où on n'est pas obligé d'entendre trop de temps de parole à l'un ou à l'autre et qu'on essaye de respecter. Alors, aujourd'hui, la règle est encore plus complexe puisque le CSA a demandé une équité et une proportionnalité, ce qui est en soi encore plus difficile à calculer, mais ce qui permet quand même d'avoir normalement un petit équilibre pour les petites formations. Donc, où est la justice? Ça se discute. La proportionnalité, c'est de savoir où on met le curseur, et là, c'est compliqué. Là, je reviens à la question de la droite, au fond, parce que certains disent finalement que la droite traditionnelle a raté un peu le coche en ne s'alliant pas avec le populisme, avec le Rassemblement national. Bon, enfin, c'est les gens du Front National qui disent. Non, mais c'est vrai que alors pour le coup, il pouvait avoir une liste très, très en avance. Contrairement à ce que beaucoup de gens ont peut-être intérêt à faire croire, etc., il n'y a absolument rien de commun entre la droite et le Rassemblement national. Après, voilà, donc c'est. Oui, mais je veux dire, c'est une thèse qu'on entend. Enfin, oui, mais c'est une thèse que je réfute et que je trouve grotesque. Le mur des droites. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, je veux dire, absolument rien à voir entre, je sais pas, Raffarin, entre Bellamy et Raffarin soutient En Marche. Donc non, je sais bien, mais justement, il était quand même, il reste de droite. Je veux dire, qui fasse alliance pour les élections européennes. Je parlais de la liste Wauquiez, en gros. Voilà, mais je veux dire, franchement, je ne vois pas le moindre point commun entre Bellamy et non, mais il y a eu des ouvertures de Laurent Wauquiez vers le Rassemblement national. Il y en a quand même dans les programmes quand on les regarde de près. Oui, il y a des choses un peu communes. Il y a des choses un peu communes. Néanmoins, moi, je suis complètement d'accord. On ne peut pas laisser un désert entre En Marche et le Rassemblement national, sous peine d'être vraiment, pour le coup, caricatural et de montrer qu'on n'a plus aucun discours politique libéral, progressiste de droite. Et je crois que vraiment, pour le coup, la liste Bellamy, pour moi, a réussi son pari, dans le sens où il y a eu une cohésion qui s'est créée autour d'un nom complètement inattendu. On a les barons du parti qui ont siégé avec lui lors de son dernier congrès. On a une droite qui s'est un peu réunis, à mon avis. Donc je pense que vraiment le job a été rempli. Après, quant au poids dans l'électorat, malheureusement, on part de très loin quand même avec l'affaire Fillon, avec cette décomposition de la droite à la suite de l'élection présidentielle. Donc il y avait quand même, j'ai envie de dire, l'Annapurna à remonter. Donc mieux structuré. Je trouve qu'ils ont quand même bien remonté la pente, à mon sens. Et fait une bonne campagne. Après, sur les soi-disant points communs, je veux dire, je rappellerai le mot de Fabius quand il était Premier ministre, qui disait si Jean-Marie Le Pen dit que le ciel est bleu et que le ciel est bleu, je ne veux pas dire que le ciel est noir. Bon, c'était voilà. Il disait il donne de mauvaises réponses à de bonnes questions. Voilà, de mauvaises réponses à de vraies questions aussi. Donc voilà, c'est de temps en temps le Rassemblement national peut avoir une position commune, mais même avec En Marche, mais avec beaucoup de partis, parce que de temps en temps, quand même, ils sont pas totalement lobotomisés. Enfin, de temps en temps, on peut dire oui, tiens, c'est pas complètement idiot. Alors c'est vrai que c'est très facile dès que Bellamy ou Wauquiez enchaînent sur les racines chrétiennes de la France. Alors
tout de suite, il y a le banc et l'arrière-banc de la gauche et tout qui est là en train de dire ça y est, c'est les fascistes reviennent. Non, je veux dire, on peut aimer trouver des racines chrétiennes à la France et à l'Europe sans être pour autant un facho. Voilà, je pense. En tout cas, c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Il y a certains points de convergence qui sont, par exemple, sur la question de la renégociation des traités, pour l'intégration des dépenses dans les critères de convergence ou pas. Il y a certains points communs, mais en effet, on peut même en trouver entre François-Xavier Bellamy et Glucksmann. Alors à ce moment-là, donc des points communs et des points de divergence, il y en a même parfois entre le parti de Mélenchon et François-Xavier Bellamy. Donc après, d'ailleurs, au Parlement européen, il y a beaucoup d'ententes. Il y a beaucoup d'accords, il y a beaucoup de coalitions, il y a beaucoup, selon les problèmes et selon les dossiers. Tout à fait. Il y a tellement de points communs qu'il y a même un type de la France Insoumise qui vient de rejoindre le Rassemblement National. Monsieur Cotarac. Non pas Cotarac, qui était élu conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui était chez Mélenchon, qui soutient la liste Rassemblement National. Mais ça, alors pour le coup, c'est un vrai débat sur le positionnement de ce qu'est la France Insoumise. Est-ce que c'est un parti de gauche, mais dans ce cas-là, il devrait faire alliance avec les autres partis de gauche. Or, ils ne le font pas. Il y a même une liste communiste, vous le rappeliez, menée par Yann Brossat. Ils font pas alliance avec le Parti Socialiste, on voit pourquoi. Ils soutiennent pas Glucksmann. Et en même temps, ils ne se rapprochent pas du Rassemblement National, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas leur fibre populiste. Et est-ce que ça n'explique pas ce non-choix entre est-ce qu'on est de gauche ou est-ce qu'on est populiste, le fait que finalement les insoumis sont un chiffre aujourd'hui, dans les sondages? Moi, je crois que les Insoumis ont perdu le pari des Gilets jaunes, en fait. C'est ça qui leur a coûté la vie. Il y avait eu une petite envolée avant ce mouvement. Les Gilets jaunes, c'est plutôt populiste. Justement, mais peut-être dans le fait de l'avoir pris trop au cœur en considérant que du coup, il allait avoir un boom particulier, et bien finalement, il s'est complètement décrédibilisé. Et je pense que c'est la figure de Jean-Luc Mélenchon qui finalement a desservi son mouvement. Quant au positionnement, c'est une gauche qui n'est pas totalement similaire avec ce qu'on avait entendu jusqu'alors du Parti communiste. Donc c'est vrai que c'est un extrême gauche un peu particulier. Moi, quant à la fibre populiste, même si c'est vrai que la carte n'est pas complètement jouée, j'ai quand même tendance à penser qu'elle est réelle et qu'on retrouve un petit peu avec lui les aspirations de Podemos en Espagne, c'est-à-dire un mouvement qui n'a pas véritablement de coloration, mais qui est censé partir de la base et qui est un mouvement vraiment pour le peuple, par le peuple. Après, finalement, est-ce que ça a vraiment de la consistance? Je crois que ce qu'on se rend compte avec ces élections, c'est que plus on se perd entre différentes listes entrecoupées comme ça de 33 noms, plus chacun a du mal à défendre son identité. Et je crois que c'est un petit peu le problème des Insoumis, c'est que dans cette fragmentation du discours, ils ont du mal à tenir tête à des partis aussi proches que Hamon, que les socialistes, que voire même le Rassemblement National de l'autre côté. Tout le monde paraît un peu commun. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est la mort des Insoumis? Je suis pas sûre. Est-ce que cette initiative-là de cet élu, elle est très isolée, ou est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un jour une situation à l'italienne, en gros, alliance entre la gauche radicale et la droite populiste, quoi. Une gauche et une droite populiste, au fond. Ce que je pense surtout, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'espace pour deux partis extrémistes. Donc, voilà. Après, c'est un peu un balancement. Je veux dire, là, le Rassemblement National semble monter très fort et ça fait baisser la France Insoumise. Mais peut-être qu'à la prochaine élection, ça se rééquilibrera dans l'autre sens. On l'a vu historiquement, c'est toujours un peu ça. Il n'y a pas la place pour deux partis extrémistes et à 15%. Donc, c'est un peu les mêmes gens qui sont là. Parce que peut-être aussi que nous, on a toujours tendance dans les débats à sortir des grands thèmes de débat qui concernent en fait des gens qui n'ont pas trop de soucis, que quelquefois il y a des gens qui ont des soucis beaucoup plus terre à terre et pour qui, l'islamisation, la racine chrétienne de la France, etc., c'est pas vraiment leur souci quotidien. Et voilà. Et donc ces gens-là qui se retrouvent par un moment chez Mélenchon, par un moment au Front National, je veux dire, ça n'en fait pas ni des tarés, ni des fascistes. Ça, c'est qu'il y a il y a des points de convergence. Oui, bien évidemment. C'est le même électorat, c'est le... Voilà. Oui, le grand point de convergence, c'est que les deux disent, que ce soit Mélenchon ou Marine Le Pen, c'est contre Macron. Donc, cet insoumis, son argument pour dire je passe au RN, c'est Mélenchon a dit il faut battre Macron, et je pense que c'est le plus apte à battre Macron, c'est c'est le Rassemblement National. Donc, je rejoins le Rassemblement National, donc j'obéis à Mélenchon. C'était un peu tendu comme raisonnement. Mais
justement, le vieux clivage, enfin, politique droite-gauche, enfin, qui a présidé en France pendant de nombreuses années, qui est peut-être en train de s'estomper ou de prendre d'autres formes, c'est quelque chose qui est encore important pour vous? Déjà, le droite-gauche, oui, il est en train de mourir petit à petit. On voit plusieurs partis centrales. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous situe, par exemple, politiquement, enfin, vous? Oui, même s'il meurt, moi, je pense qu'il est toujours d'actualité. On se réfère à lui, il est de droite, lui, il est de gauche, lui, il est du centre. Et c'est ce côté-là qui nous fait, entre guillemets, choisir la personne. Si la personne vient de gauche, si on est une personne de gauche, on va plus être apte à le suivre, contrairement à s'il est de droite. Alors que s'il n'y a pas ces partis-là, on peut être un peu perdu. Mais ça, c'était une lecture assez simple, au fond. Voilà, c'est avant de rentrer, par exemple, dans son programme, on voit directement la façade. La façade, c'est soit droite, gauche. Et c'est ça qui nous situe un peu et nous donne un aspect de la personne. Et vous comprenez qu'il y a des gens, par exemple, de la France Insoumise, qui passent au Rassemblement National, ça vous choque ou ça... Passer de gauche à droite, ou même l'inverse. Hein, droite à gauche, ça peut être, c'est choquant, sachant qu'ils ont toujours été, entre guillemets, en conflit. Passer de l'autre côté, c'est surprenant. Mais c'est arrivé en Italie, non? Oui. C'est arrivé en Italie, oui. En Italie, il y a une alliance entre, en gros, l'extrême gauche et la droite. Tout le parti, ça lie, d'accord. Mais Salvini une personne qui fait le passage entre un côté à l'autre, c'est Di Maggio, Di Maggio, c'était la gauche et Salvini, c'est la droite. Enfin, sachant que ça me paraît un petit peu moins ahurissant pour une élection européenne, dans le sens où du coup les deux extrêmes se rejoignent en un espèce de cercle à partir du moment où, comme tu le dis, à partir du moment où ils sont absolument contre le système européen tel qu'il existe, au moins il y a des points de convergence qui sont un petit peu plus évidents. Sachant que c'est peut-être encore plus facile d'être à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche dans ces campagnes-là. Alors justement, le populisme, et c'est l'Obs qui fait ça là-dessus, ces pays qui vivent sous le populisme, avec la Hongrie, l'Autriche, l'Italie, la Pologne, le point dit l'homme fort de l'Europe, c'est Salvini. On a l'impression, et si on regarde les intentions de vote en Angleterre, les Brexiteurs, ils gagnent des doigts dans le nez. Hein. Le parti de Farage qui a créé un nouveau parti est à plus de 30% des intentions de vote. Toi. Après, particulier aussi. Alors, non, mais tout le monde dit, regardez comme c'est difficile de sortir de l'Europe, regardez le Brexit, les Anglais, tout ça. Mais quand on regarde les intentions de vote, les Brexiteurs, enfin qui sont pour la sortie, sont assez majoritaires. Hein. C'est une petite logique quand même, c'est-à-dire qu'on est en train de faire voter un État qui est sur le départ. Donc après, autant voter pour les députés qui vont aider à le faire voter proprement. Je pense que c'est logique. L'erreur était peut-être de ne pas régler ce Brexit avant les élections européennes. Moi, j'étais complètement hostile à cette posture. Oui. C'est la faute de l'Angleterre. Aujourd'hui, elle est obligée d'amener des élus dans un Parlement qu'elle a autant décrié. Donc, autant que ces parlementaires soient pour la sortie. Ça me paraît... Oui, mais enfin, ils sont pour le blocage des commissions, pour le blocage de l'Europe. Ils y vont pour bloquer. Ils vont y aller pour bloquer, oui. Mais qu'ils y aillent pour sortir, surtout. Il serait temps, quoi. Moi, ce qui me gêne un petit peu dans tout ce que vous dites, et ce que la presse dit, c'est... Dès que un peuple vote d'une façon qui n'est pas la façon qui plaît aux élites, c'est pas très démocratique. On dit oui, c'est des cons, ils votent, c'est des populistes, ils ont voté très mal. Et à chaque fois, il y a une espèce de il y a un déni de la démocratie. Ils votent pour ça. C'est pas bien, c'est des populistes. C'est une catastrophe, etc. On a dit la même chose aux États-Unis, où on traite tous les Américains de cons parce qu'ils ont voté pour Trump. Qui risquent de revoter pour lui. Et qui vont revoter pour lui comme la fleur au fusil. Ils sont ravis. Mais à chaque fois, là, il y a un mépris. Alors, ils votent pas comme nous, on aurait dû voter, comme on leur a dit de voter, en disant c'était pas le bon candidat. En Italie, c'est pas comme ça. En Hongrie, c'est pas comme ça. En Angleterre, c'est pas comme ça. Faut arrêter de critiquer. Ou alors on est plus démocrate. Là, on observe. On marque au fer rouge les gens qui ont voté. Non, mais quand on dit Salvini, l'homme fort de l'Europe, c'est pas une critique. Non, ça d'accord. Mais quand vous dites c'est les populistes ont pris le pouvoir, non, le peuple a le pouvoir, c'est la démocratie. Alors après, on peut trouver que la démocratie c'est pas bien. On peut pas dire qu'Orban soit un exemple absolu de démocratie. Arrêtez de toujours critiquer les peuples. Soit un exemple d'ouverture. On n'arrête pas de dire vive la démocratie, et quand la démocratie donne quelque chose, ça c'est pas bien. Non, mais ce qu'on disait sur l'Angleterre, c'est le côté absurde de la situation. C'est de dire ils ont voté, ils sont sortis, et ils vont envoyer des gens qui sont contre l'Europe. On est d'accord, mais on leur a pas demandé leur avis sur le vote. On leur a pas dit est-ce qu'il faut voter ou pas. Poser le débat, c'est-à-dire que finalement
ton argument est le socle du populisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on oppose les élites au peuple, en oubliant que c'est le peuple qui a élu les élites, à mon avis, c'est là qu'on tombe dans la démagogie. Et c'est ça qu'on reproche au discours populiste. Il faut faire attention d'ailleurs à ne pas confondre les partis politiques populistes, qui pour le coup n'existent plus. C'était vraiment le boulangisme, c'était même des choses qui étaient un petit peu moins fascistes, comme tu le dis, qu'à l'heure actuelle, que le discours populiste. Et le discours populiste, c'est de la démagogie propre. J'aime beaucoup Maurice Duverger qui disait « le populisme, finalement, c'est la démocratie sans son peuple ». Et moi, je crois que c'est vraiment ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire que ce sont des partis qui prétendent redonner le pouvoir au peuple, mais qui finalement tapent sur les élites, qui elles-mêmes ont été élues, en essayant de donner un discours favorable à l'ère du temps, sans même se préoccuper des moyens qu'ils auront pour défendre ces politiques. Et je crois que c'est totalement le cas de Donald Trump, qui a séduit sur un discours America First et voilà, un discours finalement nationaliste, et qui est en train de creuser le déficit extérieur. Quand il va partir, alors espérons que ce soit dans 8 ans pour qu'il ait le temps de remonter la barque avant, parce que sinon il va donner le bébé avec l'eau du bain et ça va être une catastrophe pour celui qui va lui succéder. Je pense la même chose de Matteo Salvini. Il reste dans l'Europe pour torpiller l'Europe. Il a gardé un budget en déficit excessif. Il ne veut pas partir de l'euro. Et il ne veut pas partir de l'euro. Donc il veut simplement torpiller le système de l'intérieur. Européen, mais dans les faits... Au final, on va payer pour lui comme pour la dette grecque, et c'est finalement lui qui déséquilibre le système. Donc moi, je crois que ces partis populistes, la seule chose qui les distingue des partis proprement démocratiques, c'est pas cette opposition avec l'élite, c'est qu'ils promettent au peuple des choses plus séduisantes que finalement ils n'auront aucun moyen de tenir. On est totalement d'accord. Moi, je dis juste qu'on ne peut pas mépriser les gens qui votent et qui expriment une idée. Qu'après, des partis politiques ne soient pas capables de contrer le discours des partis populistes, c'est ça le drame. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais que quelqu'un aille voter et vote en écoutant des arguments, s'il n'y a pas d'autres d'arguments plus forts, on ne peut pas lui reprocher. Au moins, il vote et s'exprime. Voilà. Ma posture, en ce qui me concerne vraiment très personnellement, c'est ni du mépris, mais c'est vraiment de la désolation. C'est-à-dire que je pense, comme toi, que nous n'arrivons pas à donner un discours alternatif et un discours clair en face de ce populisme, parce que il emprunte un langage beaucoup plus familier, un langage qui fait appel aux instincts des populations, en leur parlant du droit national, du droit au travail, des inégalités, en flattant les nationalismes, et donc du coup on revient aux instincts les plus bas, à mon avis, et c'est en ça que je suis absolument en accord avec François-Olivier Gisbert, c'est que c'est même plus un discours qui s'adresse aux intellects. Matteo Salvini avait dit je ne veux pas faire appel à votre intelligence, je veux faire appel à votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire dans une élection? Ça veut simplement dire qu'on est en train de rabaisser le discours. Et moi, c'est vraiment ça qui me fait peur. On est sur l'émotionnel et pas sur le... Et encore dans cette campagne, la liste Renaissance, à mon avis, n'a pas apporté de véritable argument de fond contre cela. Ouais. Et je trouve que dans l'Europe, et même au niveau mondial, on n'arrive pas à se positionner contre ces populistes, donc on leur laisse un boulevard. Ce qui est un peu un échec de Macron, parce que c'était son cheval de bataille, l'Europe. Sachant qu'il avait été qualifié de populiste, d'ailleurs, au départ, quand il a été élu, et il n'a pas réussi son combat. C'est pas si facile, puisque même Angela Merkel dit qu'elle a des divergences. Oui. Conflit avec lui. Ce qui se comprend parce qu'elle a une gestion intérieure à régler. Enfin voilà, c'est une coalition, elle fait pas ce qu'elle veut. Elle a raison de dire d'ailleurs, j'ai pas le même pouvoir que le président de la République française. Elle n'a pas le même pouvoir, elle n'a pas du tout le même système constitutionnel, et je pense que c'est quand même beaucoup plus équilibré en Allemagne, où finalement on peut faire beaucoup moins de promesses. On peut faire beaucoup moins de promesses qu'un président français qui finalement, quand il s'engage seul et emmène. Qui peut changer. Qui peut changer et qui en a totalement conscience. Je pense que cette politique de mi-mandat de Macron, elle n'est pas la même. Elle n'est pas la même, et c'est une politique électoraliste, il faut le dire. Ismaël, vous sentez-vous... Est-ce qu'on entend beaucoup de discours nationalistes, voilà, retour à la nation, on serait mieux si on était contre nous et si on fermait nos frontières. Vous vous sentez français, européen Les deux. Les deux. Français et européen. Ouais. En premier français, ensuite bien sûr européen. Mais j'ai vu Benoît Hamon qui a dit qu'il voulait avoir une Europe, c'est-à-dire avoir un État européen. C'est une citoyenneté européenne. Une citoyenneté européenne. C'est une bonne idée, mais je pense que c'est compliqué parce que chaque pays a sa politique différente, donc on ne peut pas avoir tous une même politique. On est d'abord notre pays, donc d'abord français pour nous. Ensuite européen, on peut pas être d'abord européen, ensuite français. On doit savoir d'abord suivre les règles
de nos pays, ensuite européens. Il pourrait y avoir des convergences. Voilà, c'est pour ça en fait chaque pays a une politique différente. Oui. Et puis attention aux intox, parce que la citoyenneté européenne, elle existe depuis 92. Il suffit d'ouvrir son passeport. On peut circuler d'un pays à l'autre dans l'Europe, s'installer. Ça existe déjà. Donc là aussi, c'est un peu caricaturé le discours. Non, ce qu'on pourrait. Alors, mais ça poserait forcément des problèmes, mais on pourrait penser par exemple à des référendums où tout le monde voterait en même temps et où la majorité sera la majorité européenne. Ça on n'y est pas encore. Hein, on en est très loin. Non, mais pourquoi pas? Ça pourrait s'imaginer. Non, mais l'idée est belle, oui. La réalisation. À mon avis, on n'y est pas encore. C'est pas pour demain. Jusqu'à quel point, d'ailleurs, le suffrage universel est vraiment intéressant pour les élections européennes. Alors, moi, je suis toujours pour que le peuple vote, je te rassure sur ce point. Néanmoins, toujours autant d'abstention, des discours toujours aussi caricaturaux, aussi nationaux. Pourquoi ces élections européennes ne sont finalement pas organisées par l'Union elle-même? Il y avait un système avant 76 qui, à mon avis, avait aussi ses avantages, qui consistait à envoyer nos représentants parlementaires français au Parlement européen. Alors c'est un système de représentation certes indirect, mais au moins, est-ce que cette question de la dilution, elle n'était pas un peu moins actuelle que quand on fait voter tout le monde alors que personne ne s'y intéresse? Il faudrait voter pour les partis existants européens et pas pour des listes françaises. L'idée de la liste transnationale était intéressante pour moi. Déjà qu'on reproche à l'Europe un déficit de démocratie, si en plus on enlève une élection au suffrage universel, mais alors pourquoi pas pour des listes transnationales? Ça, ce serait bien. Ouais, pourquoi pas. Oui, mais il y a des. Cela dit, il y a des candidats. Par exemple, sur les listes Renaissance, il y a un Italien, il y a des. Oui, mais qui seront élus sur la liste française, pas en Italie. On est dans une campagne L'idée, ce serait qu'en Europe, on vote tous déjà pour des listes. On connaît pas vraiment les députés européens. C'est vrai que ça pose des problèmes. Ça permettrait de s'y intéresser, de connaître les gens. Oui, de toute façon, très honnêtement, on connaît personne parce que même, bien évidemment, sur les 33 listes, en tout, il y a près de 4000 candidats, du coup. Enfin bon. Mais je défie quiconque de me citer plus loin que le numéro 8, même des 3 listes les plus connues. Enfin, je veux dire, c'est impossible. On arrive à peine à 3000 quelquefois. Donc, on peut mettre n'importe qui après. Je veux dire, on ne saura pas. Ce qui est assez désespérant, peut-être, c'est en effet cette sorte de frilosité des candidats à parler d'Europe, alors que celui qui en avait le plus parlé il y a quelques années, c'était pas les dernières élections européennes, je pense que c'était celle d'avant, c'était Cohn-Bendit, qui menait la liste verte, qui avait parlé que d'Europe et qui avait fait 19%, enfin qui avait fait un score incroyable pour une liste verte, en parlant d'Europe. Bien sûr. Donc c'est peut-être un exemple qu'il aurait fallu suivre. Est-ce que, Ismaël, vous faites des études, vous allez être un ingénieur, informaticien, est-ce que vous avez l'impression de faire partie d'une élite? Une élite Non. Non? Non. Je pense que l'élite, c'est d'abord ceux qui sont dans des grandes écoles. Moi, je suis dans une école assez moyenne, je suis dans une université, en fait. Non, je ne suis pas partie d'une élite. En même temps, vous savez que, si on regarde les statistiques, il y a beaucoup moins le chômage, on parle beaucoup du chômage des jeunes, qui est très fort, mais qui est très fort chez les jeunes qui n'ont pas fait d'études. Qui est beaucoup plus faible chez ceux qui ont fait notamment des études supérieures. Ouais, ça c'est naturel. Mais déjà, qu'est-ce que l'élite pour vous? Non, je vais vous demander, parce qu'on en parlait, du populisme, des discours anti-élitistes, et il y a ce projet de suppression, notamment de l'ENA. Ouais, j'ai vu. Écoutez, suppression de l'ENA. C'est vrai que cette école-là. Qui a dirigé Madame Loiseau, d'ailleurs, qui n'est pas énarque. Ouais. C'était une école de l'élite, justement. Mais en la supprimant. C'est quoi Est-ce qu'ils vont en créer une nouvelle ou bien ils vont juste... J'ai pas vu le problème jusqu'au fond. Je crois pas. Alors pour l'instant, il y a une mission qui est confiée à M. Thirier, qui est l'ancien président de la Ligue de football professionnel, mais qui était énarque lui-même, très brillant, qui était avocat au Conseil d'État, qui va faire un rapport sur la suppression de l'ENA. C'est vrai que avant l'ENA, il y avait des concours différents. Enfin, il y avait les affaires étrangères, il y avait les finances, il y avait... c'est ça. L'ENA mène à beaucoup de choses. Après, le procès qu'on fait à l'ENA sur l'énarchie, c'était Nicolas Sarkozy notamment qui avait beaucoup brocardé cette grande école. Je suis pas sûre qu'il soit complètement fondé parce que l'ENA comme l'ENM ont réussi quand même à faire une belle mutation vers les
classe moyenne, vers la province. On leur a beaucoup reproché une forme d'élitisme, alors que je crois que ce sont des écoles qui finalement mènent un peu à tout. Les énarques qui restent dans les hautes administrations sont oui, parce qu'on voit toujours ceux qui font de la politique, mais c'est en réalité ce sont une les minorité. Derniers. Mais oui, en plus, ce sont les derniers de la promo, généralement. Oui, généralement, c'est pas les meilleurs. Voilà. Il y en a quelques-uns, ça dépend. Et puis, Wauquiez était dans... non, Wauquiez était dans la botte. Mais il y en a la plupart qui partent ensuite pantoufler dans le privé. Alors, je pense que justement... Et puis, il y en a qui restent dans l'administration. Il y en a qui restent dans l'administration. Il y a des hauts fonctionnaires, ça existe. Je crois que ce que veut faire Emmanuel Macron, et je termine très rapidement, c'est justement de proposer une école qui soit directement une école de la fonction publique de base pour amener à ce que ce soit les fonctionnaires qui deviennent hauts fonctionnaires. Donc j'ai peur qu'on lui reproche encore plus d'élitisme. Une prime en gros aux concours internes. Exactement. C'est ça, je crois que c'est ce qui est prévu. Moi, je trouve que ce qu'on peut reprocher à l'ENA, c'est pas la qualité de la formation qui est à l'évidence extrêmement brillante et c'est probablement extraordinaire et à un niveau rarement égalé même dans d'autres pays. Ce qui est un peu tragique, c'est probablement le cheminement d'un type qui fait l'ENA et qui ne verra jamais autre chose que la fonction publique, les grands corps d'État, etc. Et qui après, quand il arrive aux responsabilités, pour parler comme Hollande, il est totalement coupé du monde, qui ne sait même pas ce que c'est que il a jamais géré ne serait-ce qu'un rayon d'épicerie, il ne sait même pas ce que c'est que d'être un entrepreneur. Non, on voit par exemple un type comme François Hollande, il est arrivé président de la République sans jamais avoir mis les pieds dans autre chose que la fonction publique. Il a été élu. Non, il a été. Il a été élu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait fait beaucoup de fêtes de la saucisse. Oui, il a été sur le terrain quand même pour être. Non, je dis pas qu'il n'a pas été sur le terrain, mais je pense que si les énarques et les gens appelés à diriger le pays avaient de temps en temps une obligation de voir ce que c'était que le secteur privé et pas uniquement. Chirac, c'était pareil. Oui, mais voilà, on peut pas dire que Chirac, il est très sympathique, on parle bien, etc. Non, mais il a fait l'ENA, il est rentré au cabinet, il était très jeune, etc. C'est pas bien. Et Chirac, c'était 12 ans d'immobilisme et 12 ans de retard pour la France. Mais est-ce que quand il est fois là, c'est le petit bout de la lorgnette parce que là, les chefs d'entreprise qui ont été ministres comme ça n'a pas été forcément. Non, mais il y a beaucoup d'énarques qui en réalité sont dans le privé. C'est la majorité. C'est la majorité. Mais ceux-là, on ne les revoit pas en politique. Non. C'est vrai. L'ENA est créée par Debré, en gros, dans les années 60. Il y a un État qui est extrêmement fort dans ces années-là. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la place de l'État soit centrale dans la vie d'une société. C'est peut-être ça aussi, la fin de l'ENA, non? Je ne suis pas sûre que l'État ait perdu de son apanage. Alors on en parle moins, mais en termes d'appareil, on a besoin d'autant de pouvoir monde. de l'État qui était... Je veux dire, quand les années 60, vous vouliez faire des départements, je sais pas, par exemple dans l'Île-de-France, enfin faire des départements, métier de l'ouvrier, ils faisaient ça, bam, 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 personne discutait, et c'était la volonté de l'État, le fait du prince, et la volonté de l'État et l'application de ça. Aujourd'hui, vous voyez bien que si vous voulez prendre une décision, vous avez beau avoir l'État avec vous, c'est quand même moins facile. Alors, je suis d'accord avec vous. Même sur les 80 km/h, en délégance. Voilà. Mais notamment, on va en parler après. Sur la méthode, je suis d'accord, mais sur l'importance de l'appareil, je suis pas sûre. Vous croyez que pas? À mon avis, on a autant de besoins qu'on en a eu en 45 aujourd'hui, parce qu'on se rend pas compte de la fourmilière que c'est en termes d'administration centrale, d'administration déconcentrée, d'administration décentralisée, et sans les grands corps. Il n'y en a pas trop, justement. Alors, il y en a sûrement trop, mais sans une politique de rationalisation, on n'arrivera pas à faire beaucoup moins. Donc, je suis pas sûre qu'on ait perdu du poids en termes de machines. Je suis d'accord avec vous. C'est ce que critiquait Macron et ce qu'il avait annoncé dès qu'il a été élu président. Il a dit: nous ferons un audit tous les ans des directeurs d'administration et des directeurs de haute direction, parce qu'on ne peut pas gouverner un pays, avoir des ministres qui sont sans arrêt opposés à une direction qui va leur dire non, je pense que là-dessus, ils ont oublié de le faire. Parce que pour dire que l'État a encore sa place et les grands corps de l'État sont encore très importants. Oui, ils sont importants, mais si vous prenez autrefois, les élèves les plus brillants, ils faisaient jouer au Normal Sup, etc. L'ENA était... Aujourd'hui, je suis plus sûr qu'ils vont plutôt vers Harvard, ils vont plutôt vers d'autres formations que l'ENA, quoi. Parce que gérer l'État, c'est quand même moins bandant, si je peux dire, que ça l'était il y a quelques années, non?
Oui, mais après c'est un choix personnel. On peut préférer gagner 70 000 euros par mois les mauvais mois que 10 000 comme directeur d'administration. Mais voilà, est-ce qu'on a le goût de l'État? Est-ce qu'on a le goût de servir son pays? Ou est-ce qu'on a le goût du lucre et de son plaisir personnel? Voilà, c'est un choix. Non, mais ça reste peut-être dans cette tendance d'individualisme dans laquelle on est aussi. Et encore une fois, je suis pas sûre que l'ENA soit boudée par rapport à ça, puisque je pense que c'est aujourd'hui perçu comme une école managériale et elle mène beaucoup plus souvent au privé qu'au public, à mon avis. Ismaël, là-dessus, sur la... Moi, je suis d'accord qu'aujourd'hui, les personnes sont plus ancrées à travailler dans le privé par rapport justement à l'aspect financier que travailler dans le public. Après, je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même travailler dans le public sans passer par l'ENA. Bien sûr. Attendez, l'ENA, c'est une minorité des fonctionnaires. Donc voilà, on peut commencer dans le privé, après bifurquer dans le public. Y a pas de... Est-ce que justement, ça serait... Enfin, c'est peut-être compliqué, mais est-ce qu'il pourrait pas y avoir plus de passerelles? Il y a des passerelles du public vers le privé, mais du privé vers le public, ça pourrait s'envisager aussi. Je ne sais pas trop ce qui est envisagé dans cette nouvelle réforme. Je sais qu'il avait proposé une 4e voie d'entrée, notamment dans cette nouvelle école qui serait réservée aux titulaires de doctorat dans toutes les sciences humaines. Est-ce qu'ils ont pensé à une passerelle avec le privé? Je ne suis pas sûre, mais néanmoins, avec cette nouvelle méthode de la gouvernance qui, vous le dites, est un peu... un petit peu proche des réalités du privé, on pourrait beaucoup plus envisager ce parallèle qu'auparavant. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que vous avez choisi plutôt l'enseignement que vous auriez pu faire l'ENA? Question piège. Oui, j'aurais pu et je peux encore, puisque avec cette nouvelle voie, peut-être que je serai amenée aux responsabilités. C'est une boutade. L'amour pour l'université. J'ai vraiment aimé ma spécialité depuis la première année. J'ai toujours voulu être constitutionnaliste, donc je suis très heureuse aujourd'hui dans ma fonction actuelle. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, parce qu'on dit souvent qu'il y a une auto-sélection c'est vrai qu'il y a un annuaire des anciens de l'ENA, ils se connaissent, etc. C'est un peu le problème, c'est le côté très club finalement. Et une formation qui fait qu'on pense d'une certaine façon, en gros, mais c'est aussi vrai pour les enseignants d'université, non? Nous avons nos petits clubs également, nos apéros du soir. Non, bon, je crois que où il y a plus de diversité, vous diriez, dans l'enseignement que chez les énarques, par exemple. Je dirais que l'université est assez individualiste. C'est vrai qu'on a très peu de carnets d'adresses, autant que... Mais ça n'est pas uniquement un reproche qu'on peut faire à l'ENA, à Sciences Po, dans les grandes écoles, à Polytech, à l'ENS. Finalement, ils restent souvent entre eux. C'est l'association des anciens, ce qu'il n'y a pas dans les universités. Alors, on essaye maintenant de les mettre en place, mais on ne peut pas dire que ça crée des réseaux particulièrement puissants. Et je crois que c'est peut-être un petit peu le problème de ces écoles. C'est pas tant la formation, c'est pas dans les débouchés, c'est la manière dont ensuite on reste entre soi qui est gênante. Florence Mercadet, les 80 km/h, c'est fini alors? Non, c'est pas fini. C'est juste que l'État dit au département, maintenant vous faites comme vous voulez. C'est vous qui décidez quelle route sera à 80, quelle route sera à 90. Et je pense que c'est une sacrée responsabilité quand même pour le département parce que c'est une question de vie. Mais ça fait un peu plus de morts, 90. J'entendais ce matin à la radio quelqu'un du département, je ne sais plus quel département, bref, qui disait que du temps où il y avait 90, ils avaient eu 4 morts et l'année dernière, avec 80, ils en ont eu 12. Mais que, ce sont des accidents qui ne sont pas forcément liés à la vitesse et qui peuvent être liés à autre chose, quoi. Donc... 80, 90, je ne sais pas s'il y a eu une étude d'impact. On ne sait pas, des études sont très contradictoires et très contestées en tout cas dans leurs résultats, mais il y a quand même eu ce sentiment, peut-être dans les Gilets jaunes, dans le mouvement des Gilets jaunes, arrêtez d'emmerder les Français, et je veux dire, un type comme Collomb, qui connaissait quand même, peut-être qu'on peut reprocher aussi à ce gouvernement d'être des gens, comme vous disiez, qui n'ont pas fait grand-chose d'autre que des études et de la politique. Des gens qui étaient sur le terrain, comme Collomb, avaient dit, mais attendez, arrêtez avec ça, quoi. Faites pas les 80 à l'heure, c'est une... Et ça a été un des déclencheurs, quand même. C'est incroyable, quoi, parce que c'est quand même une question de protection de la vie des usagers. Voilà, c'est ça, oui, mais le problème entre la morale et la politique... Et la politique, c'est compliqué. Ouais. On le voit aussi sur l'écologie. Sachant, je pense que la politique de l'expérimentation, justement, c'est une bonne manière de s'en sortir, puisque ça a marché pour le RSA, ça a marché pour les salles de shoot à Paris. C'est-à-dire que quand on essaye dans un petit vivier, un petit peu voir ce qui marche, avant de le nationaliser, au moins ça permet d'avoir une sorte de crash test, en quelque sorte. Là, ils ont fait un crash test. Voilà, un crash test qui a un peu craché le Premier ministre. Après, ça sent un peu la reculade quand même. Oui, parce qu'Édouard Philippe était assez droit dans ses bottes sur le 81. Et ça donne quand même une image pas terrible. On décide, on s'arc-boute là-dessus. On a tort, on a raison, on a pris une décision. Et là, tout d'un coup, on dit, bon, allez, on laisse tomber.
Mais d'ailleurs, la solidarité gouvernementale est, à mon avis, une valeur qui est mourante, qui est un peu défunte en ce moment. Allez, en 2 minutes, Delon, Festival de Cannes, donc. Delon va recevoir une palme d'honneur pour toute sa carrière cinématographique. Et on voit, notamment aux États-Unis, des contestations. On dit comment vous pouvez remettre une palme d'honneur à quelqu'un qui est antisémite, homophobe. Pétition. Pétition qui a reçu vingtaine de milliers de signatures, c'est pas énorme. Hein. Oui, c'est à peu près autant qu'il y a de gilets jaunes qui défilent un samedi. Donc c'est quand même assez anecdotique. Après, vous faites un portrait qui est pas très sympa. Ah non, c'est pas moi qui fais le portrait, hein, pardon. C'est comme la photo qu'on voit, on aurait pu en choisir une plus sympa. C'est comme ça, non, aujourd'hui. Il y a quand même des photos plus, il y a des photos plus sympas de lui. Non, là c'est, non. En régie, on a quelqu'un qui n'aime pas Delon. Là c'est. C'est une photo récente. Oui, c'est ça le problème. Est-ce qu'on peut distinguer une fois pour toutes une carrière d'acteur et puis des paroles privées qu'on peut contester, avec lesquelles on peut pas être d'accord, etc. Mais bien sûr. Alors par exemple, et est-ce que parce qu'on a dit parfois des conneries, une fois que j'aurais dit ça, j'aurais tout dit, le débat sera clos. Je veux dire, on est tous d'accord pour reconnaître que Céline est un des plus grands romanciers français, et je veux dire, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un salaud. Bon, voilà, point final. J'adore ces bouquins. Je n'aurais même pas voulu passer une demi-seconde avec cette crapule, avec ce type immonde. Bon, Alain Delon, il peut avoir effectivement peut-être un côté. C'est pas ce que disait Lucette, qui était très contente avec lui. C'est ce qu'elle dit toujours. Elle dit toujours, elle est toujours vivante. Lucette. Oui. 106 ans, je crois. Oui, c'est incroyable. C'est la femme de Céline. Hein, voilà. C'est pas la femme de Delon. Non. Elle s'appellerait pas Lucette. Donc après que Delon ait des défauts sûrement, ça reste un comédien extraordinaire. Ismaël, ça vous dit quelque chose, Delon? Delon, oui. Juste Delon. Delon, c'est ça. Alain Delon. Mais je pense que le trophée, on va dire qu'il le mérite, puisqu'on fait le parallèle entre sa vie privée et sa vie pro, sa carrière. Et sa carrière est exceptionnelle, enfin, apparemment, est exceptionnelle. Donc le trophée il récompense sa carrière et non pas sa vie privée. Donc on peut faire quelqu'un qui a joué Monsieur Klein, dire qu'il est antisémite, c'est quand même. Et puis ça va avec cette tendance du Festival de Cannes de vouloir être du côté des démunis, du côté des femmes, du côté des minorités. Laissez-nous un peu de paillettes et un peu de glamour, quoi. On en a besoin. Et c'est sur ces paroles que nous allons nous quitter. Merci à tous les quatre et voilà, c'est pas fait fini très vite pour un nouveau numéro.